Je sais que j'ai un quotient intellectuel qui est quand même bien par rapport à la normale. Kédiane Corinne a arraché la palme de bronze juste derrière Fangbemi Félicia à cette édition du Gala Quotient I. Je suis la petite fille intelligente, je suis la surdouée, je suis la jeune fille qui réussit tout. Je fais mon premier burn-out à 25 ans. Un jour, mon médecin traitant prononce le mot antidépresseur. Je me dis non, les antidépresseurs, c'est pour les fous, mon gars. Aujourd'hui, nous recevons Kédiane Diegba, qui vit et travaille en France, qui travaille dans un cabinet de conseil et travaille sur des sujets d'excellence opérationnelle, de gestion de projet pour des services financiers. Donc on a une conversation très intéressante sur son parcours et on parlera également de santé mentale, un sujet qui est très important et qui n'est pas assez abordé d'ailleurs dans notre communauté. Donc je vous dis bonne écoute. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Ok, bah bonjour, moi je m'appelle Kédiane Diba, épouse d'Ibi. Je suis maman d'un petit garçon. Je suis consultante en excellence opérationnelle et gestion de projet pour les services financiers. Et puis, dans un cabinet en France. Et puis, voilà. Puis, je suis aussi une épouse, je suis une amie, je suis une sœur. Je fais plein d'autres choses dans la vie. Après, je crois au pouvoir des saisons. Mon fils, il a 6 mois, donc je pense que dans cette saison, je suis un peu beaucoup plus maman qu'autre chose. Mais non, je fais énormément de choses à côté. Ok. Est-ce que tu peux plus nous parler de ton parcours académique parce que tu dis que tu es consultante en gestion opérationnelle pour des services financiers, mais du coup, c'est quoi déjà et comment on en arrive là? Ok. Alors, première question, consultant du coup en excellence opérationnelle, gestion de projet pour les services financiers, c'est quoi? Moi, j'accompagne en fait des banques, principalement des banques de la place française à mieux gérer, à mieux amorcer tous leurs gros projets de transformation sur toute la chaîne de valeur. Ça part d'un projet de comment on fait pour que, au lieu d'être obligé de prendre rendez-vous avec votre conseiller pour lui parler en physique, vous puissiez lui parler, par exemple, via votre application, à un projet où on aide la banque, en fait, à repenser ses métiers de demain, c'est-à-dire, quel est le métier du conseiller de demain? Quel est le back-office de demain? Comment la banque fait du profit demain, sachant qu'aujourd'hui, on paye de moins en moins de frais. En fait, on aide les banques sur tous leurs projets de transformation avec un volet excellence opérationnelle. C'est en faisant de sorte à maîtriser vraiment les opérations, à éviter les gaspillages et à maximiser la production. Si je veux dire ça de façon très succincte. Maintenant, comment j'arrive à ça? Ça, c'est un long parcours. Alors, je nais en Côte d'Ivoire, d'une famille de 3 filles, de parents, plutôt très intellectuels, plutôt très investis dans notre éducation. Enfin, je vais à l'école primaire et quand je suis à l'école primaire, je sais déjà par mon père que je vais aller au lycée Sainte-Marie parce que c'est la référence et nous, dans notre famille, c'est Sainte-Marie ou rien. Pour la petite anecdote, je ne sais pas si ça existe toujours, mais à notre époque, pour l'examen d'entrée en sixième, on devait faire des choix, de lycée enfin de collège-lycée et on avait 3 choix. Les parents devaient mettre 3 choix et l'État choisissait parmi ces 3 choix en fonction des résultats, en fonction des places et de plusieurs autres, critères. Mon père, pour chacune de nous, écrivait 3 fois Sainte Marie. Mais moi aussi, mes Ça parents veut dire avaient qu'il fait y ça. avait pas il y avait pas d'autre choix, en fait. C'était Sainte Marie ou rien et du coup, je savais que je devais rentrer à Sainte-Marie. Mon père m'avait dit qu'il fallait être parmi les meilleurs et je suis parmi les meilleurs. Je rentre à Sainte-Marie en 2004. Et je vais finir par faire tout mon cursus au lycée Sainte-Marie. Donc j'ai mon BPC à Sainte-Marie, je reviens en seconde, je fais une seconde C, une première C, C pour scientifique, une première C et une terminale C. Et je termine à Sainte-Marie en 2011, je suis présidente de promotion et j'ai mon bac C mention bien.
2011, c'est aussi l'année où la Côte d'Ivoire est dans une crise post-électorale. Et moi, mon projet initial, c'est de faire Sciences Po, parce que je veux travailler dans les relations internationales et dans la politique. Et en 2011, je ne peux pas aller faire les entretiens d'entrée à Sciences Po parce qu'il faut aller au Ghana parce que la Côte d'Ivoire est pas stable en ce moment et je ne peux pas me déplacer au Ghana. Donc, je fais quand même en parallèle le parcours pour être dans une prépa économique à l'époque, en me disant que je peux bifurquer. Donc, je suis admise pour des prépas éco. Et à la fin de l'année, j'ai mon bac, c'est mention bien. Et là, j'apprends un peu avant que si j'ai le bac avec mention bien, je peux bénéficier d'une bourse présidentielle qui est attribuée aux meilleures filles bachelières en fait de la Côte d'Ivoire. Et je finis septième meilleure bachelière en Côte d'Ivoire et du coup, j'ai une bourse présidentielle, mais pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'avais prévu moi. On me propose une prépa physique, technologie, sciences de l'ingénieur. Et moi, bien que j'avais fait des classes scientifiques, je m'étais dit, trop de scientifiques, tout tue le scientifique. Moi, je veux aller faire de l'économie, je vais aller faire des Sciences Po, je vais aller faire du management. En tout cas, je ne vais pas faire des maths, des maths et des maths. Mais on est en crise post-électorale. Mes parents n'ont plus les mêmes aises dans leur vie professionnelle suite à la crise. Et je me dis, bah, c'est une occasion en or, mais les parents, finalement, ils vont rien payer si je pars. Et pour moi, l'essentiel, c'est de partir, ne pas faire une année blanche et on verra ensuite ce qu'on fait quand on arrive. Donc, c'est comme ça que je me retrouve en France, à Angers, au lycée La Baronnerie, qui s'appelle aujourd'hui, je ne sais plus comment il s'appelle, Saint-Aubin-la-Salle, qui s'appelle aujourd'hui le lycée Saint-Aubin-la-Salle, avec 7 ou 8 autres filles de ma classe et une fille du lycée Mamie Fettet. Donc, on arrive avec beaucoup de retard. On arrive, je crois, dans la semaine juste avant les congés de la Toussaint parce que comme il y a eu la crise post-électorale, on a passé le bac en retard et on a eu nos résultats en retard. Donc, on arrive en retard et on commence ces 2 années de classe préparatoire, physique, technologie, sciences de l'ingénieur, puis physique, technologie. Donc, c'est pas ce que je préfère, mais je pense que j'ai les aptitudes intellectuelles pour. Du coup, je réussis plutôt pas mal les classes préparatoires. Arrive la 2e année où il faut passer le concours et partir en école. Et on se pose la question, bah, quel type d'école on fait? Est-ce qu'on fait une école d'ingénieur généraliste? Est-ce qu'on devient ingénieur arts et métiers? Il y a plein de choses qui s'offrent à nous quand on sort d'une prépa scientifique. Donc, je me dis, qu'est-ce qui va me rapprocher le plus de mon but initial? Et qu'est-ce qui va m'éloigner le plus de ce que je n'ai pas aimé dans la prépa, c'est-à-dire toucher les vérins, toucher l'électronique. Moi, c'était pas trop. Les sciences C'était pas trop. industrielles, quoi. C'est vrai que Voilà, la les SI, sciences c'est pas pour tout le monde. industrielles, franchement, c'était pas trop ça que j'appréciais. Moi, les TP, c'était des parties d'horreur pour moi. Donc, je me dis, qu'est-ce qui va me rapprocher de mon but initial et qu'est-ce qui va m'éloigner des sciences industrielles? Je trouve les écoles de télécommunications, donc Télécom Paris et tout le reste du réseau Télécom. Je me dis, bah, à l'époque déjà, on dit que les NTIC, c'est l'avenir. Et c'est vrai, les NTIC, c'est ordinateur, mais ça nous rapproche aussi des hommes parce que ce sont les nouveaux moyens de technologie qui nous permettent de mieux communiquer. Donc, pour communiquer quand même si l'interface, c'est l'ordinateur ou l'outil d'automatisation, entre l'interface, enfin, de part et d'autre de l'interface, il y a des hommes. Donc, je me dis que ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais à Télécom Nancy, à Nancy, donc dans l'est de la France où je fais 3 années d'école d'ingénieur. Je me mets en spécialisation système d'information pour les entreprises. Donc, c'est tout comment on gère tous les systèmes intégrés dans les entreprises, type les ERP, type les progiciels, ce genre de choses. Donc, encore une fois, à l'école d'ingénieur, franchement, on fait du code et tout. Je me dis, moi, je suis pas une geek. Je ne vais pas finir codeuse. Mais Sainte Marie nous apprend à savoir apprendre. C'est-à-dire, peu importe si j'aime ou j'aime pas, je sais comment
pour faire entrer ça dans ma tête et le faire ressortir, en fait. C'est même plus une question de j'aime ou j'aime plus. C'est une question de comment je suis stratégique et je réussis ça pour aller vers mon but. Donc, je réussis plutôt bien, même si c'est compliqué émotionnellement, parce que je me dis, j'ai pas encore trouvé ma place, je suis pas encore à ma place, mais je réussis, j'avance doucement. Et arrive la dernière année où je me dis, est-ce que je vais sortir de là, je vais rester ingénieur alors que j'ai l'impression que j'ai pas encore trouvé ma place, ou est-ce que je vais continuer? Et c'est là où le réseau Sainte-Marie commence à entrer en jeu. Il était rentré en jeu un peu plus tôt parce que bah, déjà en classe préparatoire, comme c'était un programme qui était avec le lycée Sainte-Marie, il y avait déjà des anciennes qui nous avaient précédés. Donc, on voyait un peu ce qu'elles faisaient avant nous. Et il y a une ancienne en particulier qui est dans mon école d'ingénieur et avec qui je noue de profonds liens et qui fait exactement la même spécialité que moi et qui finalement me dit, elle, à la fin de sa troisième année, du coup, comme moi, je suis en deuxième année, me dit, moi, je vais partir à l'ESSEC. Je dis, l'ESSEC, c'est quoi? Elle me dit, c'est une école de commerce. Tu vas faire quoi? Stratégie et management du business international. Je dis, ah, ça ressemble à quelque chose qui me plaît, ça. Et je me renseigne par le biais de cette grande sœur-là. Elle m'explique ce qu'on fait, elle me parle du programme, enfin, et je vois que c'est vraiment, bah, c'est la stratégie, le management, c'est l'aspect international. Je vais enfin comprendre comment s'imbrique une entreprise, qu'est-ce qui sous-tend les décisions. Et je ne vais pas être seulement dans le produire, pour moi, c'était ça, en fait, le travail enfin, ce que je voyais, en tout cas, de mes petits yeux, de mon aspect du métier d'ingénieur, c'était le produire et je ne comprenais pas les décisions qui se prenaient en amont. C'est vrai qu'on était initié un tout petit peu à ça dans notre parcours d'ingénieur, mais pour moi, c'est très léger. Est-ce que tout ce temps-là, tu avais l'impression de perdre du temps? Non, j'ai eu cette impression-là que j'étais en classe préparatoire parce que je n'avais pas du tout de visibilité sur l'après. Donc, ma première année de classe préparatoire, elle a été compliquée. Je pleurais, j'appelais tout le temps ma mère pour lui dire que je voulais rentrer à Abidjan parce que bah, c'était pas ce que je voulais faire. Je lui disais, ben, quitte à faire des vérins, oui, des trucs comme ça, moi, je préfère aller à l'INP. Au moins, c'est mieux. Mais après, en fait, au fur et à mesure, j'ai compris que c'était un pas après l'autre et que l'éducation en France était faite de tellement de sortes de passerelles que c'était à moi de trouver mon chemin. Contrairement à ce qu'on me proposait quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai compris au bout de ma première année de classe préparatoire qu'en France, tu avais le droit de créer ton propre chemin qui n'avait rien à voir avec le chemin qui était prédéfini. Si tu avais un peu les oreilles alertes, si tu savais un peu te renseigner, si tu allais à l'information, tu étais capable de trouver ton chemin. Donc, à partir de ce moment, moi, mon seul objectif, c'était dans ma tête, j'étais là, je me disais, je suis là. C'est vrai que je ne suis pas en train de faire quelque chose qui me satisfait pleinement, mais mon devoir, c'est de créer le chemin pour arriver à quelque chose qui est moi, mon idéal. Et il y a un de mes grands frères qui m'avait dit, tu sais, Kedjen, pour le moment, il faut que tu fasses ce que tu as à faire. Je te jure qu'il va arriver un jour où tu vas faire ce que tu veux faire. Mais pour faire ce que tu veux faire, tu as besoin de manger ton pain dur et ton pain noir et faire ce que tu as à faire. Donc, j'étais vraiment en mode pilote automatique un peu. Je Je me comprends. disais, je fais ce que j'ai à faire. Il y a un moment, je ne sais pas comment ça va arriver, je ne sais pas comment je vais arriver, mais la vie va me mener, Dieu va me mener, moi-même je vais me mener et je vais trouver un chemin. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta Ouais, question, tout à fait. mais voilà, donc du coup, elle me parle de ça et elle va à l'ESSEC, elle fait le concours, elle va à l'ESSEC. Et moi, j'arrive à ma troisième année. Le souci avec l'ESSEC, c'est que ça coûte très, très cher. C'est une école de commerce et que ça coûte très, très cher. Moi, je suis arrivée en France étant boursière et par la grâce de Dieu, je suis restée boursière jusqu'à ma dernière année. Même si la bourse n'était pas très conséquente, elle me permettait quand même de subvenir à mes besoins, voilà, de faire certaines choses, de vivre décemment avec l'aide de mes parents. Mais quand on arrive à ce parcours, on est trois filles et on est trois filles qui ont étudié en France. Donc, je suis venue la première année, ma grande sœur est venue après moi et ma petite sœur ensuite.
Donc, 3 enfants en France, peu importe ce que les parents font à Abidjan, c'est Ça commence à financièrement être coûteux, ouais. coûteux. Donc, quand j'arrive à la fin, je sais que mes parents ne sont pas capables de se permettre mes rêves de plus de grandeur. Avec tout l'amour qu'ils me portent, avec toute la considération qu'ils me portent, c'est pas cette question-là, mais quand même, il y a des sujets qui sont matériels et enfin, qu'on doit prendre en compte. Et donc, je sais que bah, c'est moi et moi seul. Et déjà, pour rentrer à l'ESSEC, il faut faire des entretiens, il faut faire des concours, il faut être préparé, en fait. Il faut un minimum de préparation, on ne rentre pas comme ça. Et moi, la grande sœur qui m'avait parlé de ça, elle avait fait des cours, en fait, pour se préparer aux entretiens, pour faire un dossier, des choses comme ça. Et déjà, ces cours-là, c'était coûteux. Moi, enfin, je sais plus, mais c'était une histoire de 2 000 euros. À l'époque, c'était de l'argent incroyablement Bah, bien sûr. énorme pour moi. Bien sûr, quand tu es étudiante, tu as pas de source Étudiante, de revenus déjà, donc pas de source de revenus, je galère un peu, j'ai pas 2 000 € à aller mettre dans des cours, voilà. Donc, je décide de ne pas faire des cours, mais de me préparer toute seule chez moi. J'ai la chance d'avoir un cousin qui prépare, depuis Abidjan, les gens à entrer dans les écoles de commerce. Donc il me donne des tips pour que je puisse me préparer moi-même et donc je me prépare moi-même. Il me fait des simulations d'entretien, il m'aide à monter mon dossier. Ma grande sœur en question me donne ses retours d'expérience de comment elle a fait. Et puis, pendant que je suis en train de préparer mon diplôme d'ingénieur, donc je suis en dernière année, dès que j'ai un peu de temps, je bosse mon entrée en école de commerce. Et je le dis à personne, vraiment, je le dis que à ce cousin, à cette grande sœur de Sainte-Marie et moi. C'est vraiment mon projet parce que je sais que si je dis, tout le monde va me dire, mais tu vas faire comment pour payer? Et j'ai pas envie que ce couperet financier-là vienne bloquer en fait mon projet. Je me dis, je suis toujours dans ma logique de un pas après l'autre. Donc, je vais déjà avoir l'entrée, l'admission. Et ensuite, je verrai comment je ensuite on paye. verra. Donc, je me prépare comme ça, je fais mon dossier, je fais mes simulations d'entretien, j'envoie le dossier. Je suis retenue et moi, je me suis dit, quitte à faire, je ne veux pas faire pour aller dans une école de commerce moyenne. Il y a le classement des écoles de commerce en France. Il y a 3 mastodontes qui s'appellent HEC, ESCP, LESSEC. Je veux rentrer dans les 3, sinon je ne vais pas en école de commerce. Donc, je me prépare, j'envoie les dossiers et sur étude de dossier, je suis prise à l'ESCP, à l'ESSEC et pas à HEC. C'est un premier coup dur parce que, bah, bien sûr, HEC, c'est le top. Mais je me dis, OK, c'est pas grave. On continue. ESCP, l'ESSEC, c'est quand même la deuxième et la troisième meilleure école. Donc, c'est très bien. Je vais aux entretiens. Je pars à Paris, je fais les entretiens à l'ESCP et à l'ESSEC. Et j'ai quand même un truc avec le Master SP de l'ESSEC pour le côté international et puis pour le réseau Parce, d'anciens. parce qu'ils ont un campus à Singapour, c'est ça, hein? Ils ont un campus à Singapour, mais moi, dans le programme que je faisais, j'allais pas spécialement à Singapour, mais j'avais la possibilité d'aller dans un pays étranger, soit pour un trimestre, un semestre ou un trimestre, ou soit dans un voyage immersif business. Ok. Donc, je choisis ça. Je suis prise pour les deux finalement et je choisis d'aller à l'ESSEC. Donc, quand j'ai la décision encore, franchement, je dis à personne. Je dis juste à ceux qui m'ont aidé à me préparer et je me concentre maintenant sur avoir mon diplôme d'ingénieur parce que quand même, il y a une step avant d'aller en école de commerce. Donc, je valide mes examens d'école de commerce. Je vais en stage de fin d'études d'école. Enfin, je valide mes examens d'école d'ingénieur, pardon. Je vais en stage de fin d'études de mon école d'ingé, de mon diplôme d'ingé. Je dois écrire mon mémoire d'école d'ingé. Donc, je travaille en tant que consultante fonctionnelle dans un cabinet de conseil pour l'industrie. Je travaille pour Eiffage. Donc, je finis ça et ça se passe très bien. C'est vraiment un coup de cœur entre l'équipe et moi. Je sors de là, le manager me propose un CDI avec un salaire tout à fait convenable pour un ingénieur qui sort d'école.
Et là, maintenant, je me pose la question. Tu laisses le CDI là, alors que tu sais que tu n'as pas d'argent Ça, c'est un choix vraiment. et qu'on te propose un CDI sur un plateau d'argent. On sait que quand on sort de l'école, ben, tout étudiant qui sort d'école, c'est un stress en fait. Avoir du boulot, on a le changement de statut, tout ça. Ouais, tout à fait. Toi, En plus, quelqu'un te administrativement propose, parlant, en France. voilà, Ouais. c'est compliqué. Donc, toi, quelqu'un te propose ça vraiment sur un plateau d'argent, tu as juste à t'asseoir et à signer. Je peux changer de statut, je peux avoir le passeport talent, tout ce que tu veux. Ou tu décides d'aller galérer une année à l'ESSEC. Mais quand on dit galérer, c'est galérer parce que, de un, tu n'as pas la scolarité qu'il faut. On parle de dizaines de milliers d'euros. Et bah, les parents ne sont plus en mesure de t'emmener, même ne serait-ce qu'un petit 100 euros, un petit 200 euros à la fin du mois. Donc, comment tu vis au jour le jour? Comment tu payes ton loyer? Comment toi, tu survis, en fait, pendant cette année-là? Et là, j'appelle mes parents, je leur dis, moi, j'ai fait le choix d'aller en école de commerce, même si ça sera dur. Et mes parents, ils me disent, on va pas te décourager parce que tu sais qu'on t'a toujours encouragé. Mais par contre, ça va être compliqué financièrement. Je dis oui, je sais. Et je sais que si vous aviez les moyens, vous m'auriez accompagné. Mais je reconnais aussi que vous êtes des parents qui m'avaient poussé jusqu'au bout. En vrai, vous avez fait votre travail, en fait, me rendre capable d'entrer dans la vie professionnelle. C'est ce que vous avez fait. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je vais assumer. Vous avez fait votre part. Si je décide de continuer, c'est moi. Je vais assumer. Du coup, je vais à l'ESSEC. Je me rappelle que je vais à l'ESSEC avec une amie avec qui j'avais fait Sainte-Marie et qui est aujourd'hui la marraine de mon fils. Quand moi je suis venue en France, elle était partie en Afrique du Sud. Et on finit à peu près au même moment. Donc, quand je prépare l'ESSEC, elle a fini son bachelor et je lui dis, tu sais, il y a l'école de commerce et tout, tu peux venir en France. Donc, pendant qu'elle, elle se prépare pour venir depuis la Côte d'Ivoire, moi, je me prépare étant en France. Donc, nous deux, on a l'ESSEC, nous deux, on n'a pas de moyens. Donc, moi, j'ai ma rentrée peut-être une semaine avant ou 2 semaines avant. Elle n'a pas encore pris l'avion. Donc, je lui dis, je vais partir le premier jour. Elle te dit, si on nous chasse, on n'a pas l'argent. Et je suis stressée. Donc, normalement, le premier jour, toi, tu es content. Tu es content Non, de moi, ouais, commencer un c'est truc. l'excitation, c'est Moi, la une nuit, nouvelle j'ai fait que école de et tout. rêver qu'on m'appelait au milieu de tout le monde pour dire, toi, tu n'as pas l'argent Tu n'as pas dehors. encore payé ta scolarité. Et... Donc, je vais. Et personne ne me chasse. Ben, c'est des gens civilisés, donc ils ne vont pas te parler d'argent le premier jour. Je commence les cours. Par la grâce de Dieu, mon amie a une bourse de la Fondation ESSEC. Donc, comme elle vient d'Afrique, elle a cette chance-là. Du coup, on arrive, on se débrouille un peu. Elle a la bourse de la Fondation ESSEC, mais après, pour vivre, c'est compliqué. Moi, j'ai rien du tout. Donc, on commence, on se débrouille. Du coup, à partir de ce moment-là, c'est vraiment galère sur galère pour trouver le financement. Je pensais trouver une bourse, finalement, je ne trouve pas. Je cherche dans mon réseau et la famille, je trouve dans la famille un oncle et une tante qui acceptent de me garantir et je prends un prêt. Et tout le monde me dit: «Tu vas prendre autant d'argent alors que tu n'as pas encore commencé à travailler». Je dis: «Bah, je sais ce que ça va m'apporter, donc je suis prête à prendre le risque». Je prends un prêt, je prends 19 000 € de prêt à la banque pour une année d'études. Il y a la chair de poule, j'imagine, en fait, 19 000 € comme ça. Est-ce que du coup, tu dirais qu'à ce moment-là, tu paies ton diplôme? Parce que c'est ce qu'on dit la plupart du temps des écoles de Oui, je commerce. paie mon diplôme, mais j'ai pas honte d'avoir payé mon diplôme parce que, je paye le diplôme, je paye une liberté, heu, liberté intellectuelle, liberté émotionnelle, liberté de se dire: je suis enfin là où je veux être et Ok. ça n'a pas de prix pour moi. Je paye de la connaissance. C'est vrai que nous, on peut se dire qu'en école de commerce, il y a beaucoup un peu ce côté un peu bullshit, mais tu apprends énormément en fait en soft skills, des choses que j'avais pas appris en école d'ingénieur. Tout à fait, je suis d'accord. Euh, je comprends mieux comment ça se passe, les interactions en entreprise. En fait, franchement, l'école de commerce, ça a été vraiment comme si je sortais la tête de l'eau, en fait. Dans l'école d'ingénieur, j'étais comme ça, là, sur l'ordinateur, le technique, le technique, le technique. Et là, en école de commerce, j'ai sorti la tête de l'eau.
je commence à réfléchir un peu stratégique. Mais pourquoi, en fait, les gens, ils décident de prendre des ingénieurs? Pourquoi ils décident d'automatiser? À quoi ça sert dans une entreprise d'automatiser? Pourquoi on prend telle décision et pas telle autre? Qu'est-ce que c'est un secteur d'activité? Comment les choses marchent ensemble? Qu'est-ce que c'est la concurrence? Qu'est-ce que c'est, comment on crée une entreprise? Quelles sont les valeurs? Des choses que je ne connaissais pas en fait, mais qui sont importantes à mon sens quand on est décideur et qu'on veut manager des décideurs ou qu'on veut conseiller des décideurs. Donc moi, j'ai gagné ça en fait et si c'était à refaire, je le referais. Donc, voilà, je fais l'école de commerce et ça se passe très bien. C'est une année quand même qui est difficile à vivre émotionnellement parce que j'ai pas vraiment de sous. Je ne peux pas, vivre l'expérience de façon pleine. Par exemple, quand on dit qu'on a une activité, on fait telle activité, même si ça coûte 50 €, bah, tu es à 10 € près, Toi, en tu as fait. 10 € près, c'est ça, c'est ça. Donc je peux pas. Parce qu'il y La a seule beaucoup chose d'associatifs aussi en voilà, il y a école de beaucoup façon générale, d'associations. donc Tu ne peux pas spécialement participer. Moi, j'avais l'impression d'être un peu déconnectée de mes camarades de classe parce que pour la plupart, c'était des Français qui venaient de familles assez aisées. Ça fait longtemps que leurs familles ont prévu qu'ils iraient en école de commerce, donc ils sont accompagnés pour ça. Donc, l'aspect financier n'est pas un problème pour eux. Ils sont là pour vivre l'expérience pleinement. Or que moi, même pour payer ma carte de transport pour me déplacer de chez moi, j'habitais à Puteaux dans les 92 à Cergy. Déjà, c'est problématique en fait. Pour manger à midi au restaurant, c'est pas possible. Je faisais mes petits bols pour arriver. Donc, vraiment, j'étais juste concentrée sur vivre, prendre ce que je pourrais prendre de l'expérience et avoir mon diplôme. Le seul écart que je me suis permis, c'était le voyage aux États-Unis. Je me suis dit, je n'ai pas payé 19 000 € pour ne pas aller en voyage business aux États-Unis. Donc, j'ai tout fait pour avoir l'argent. J'ai demandé un peu, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé s'ils passent par là, un peu à gauche, à droite, l'argent pour le billet, l'argent pour mon séjour. Et je suis partie un mois aux États-Unis, je crois, un mois ou 3 semaines. Et c'était 3 semaines exceptionnelles. J'ai fait New York, j'ai fait Dallas, j'ai fait Miami, j'ai fait la côte ouest des États-Unis. Et c'était un voyage business. Du coup, on a appris tout un peu sur le business de la côte ouest des États-Unis. C'était très intéressant pour l'ouverture d'esprit, pour l'anglais. C'était très intéressant. Et je reviens, voilà, je valide mon diplôme d'école de commerce. Pour mon stage à thèse d'école de co, je vais encore dans le conseil. À ce moment-là, je sais que je veux faire du conseil. Parce que le conseil, la première fois, ça m'a plu, mais je savais que je voulais juste plus être consultante technique. Je voulais être un cran dessus. Donc, je repars dans le conseil. Là, je fais de la stratégie digitale et IT. J'ai une belle expérience. J'ai fait l'ouverture d'Orange Bank. Et là, je commence à comprendre que je suis dans ma place et je suis à ma place, pardon. Et après, beh, j'évolue dans le conseil, en fait, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à me retrouver à faire ça, du conseil en management et en excellence opérationnelle pour le secteur financier. Bah, étant dans le conseil, j'ai eu aussi des phases, il a fallu chercher une expertise, il a fallu chercher ce qui me plaît parce que dans le conseil, c'est une école. Après l'école, hein, on fait tout et vraiment de tout. Il faut trouver ce qui te plaît, il faut trouver ce qui te façonne. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis restée dans le conseil parce que c'est quelque chose que j'apprécie. Peut-être que ça va évoluer avec le temps, avec la situation familiale. Mais j'apprécie beaucoup, en fait, le fait de pouvoir apprendre. Moi, je pense que le conseil, c'est un fast track. C'est un chemin rapide où tu peux faire, voir et être exposé à énormément de choses, de gens et de niveau de seniorité que auquel tu n'aurais pas forcément pu être exposé si tu commençais ta carrière de façon en normale. interne. Voilà, voilà un peu. Comment tu vis le, le changement de... Je ne sais pas quel terme employer, mais tu l'as bien dit et je l'ai vécu aussi, mais en tant qu'ingénieur, on met beaucoup l'accent sur les hard skills, aussi bien à l'école qu'en entreprise. Et quand on switch vers l'école de commerce et du coup les métiers du conseil, on bascule automatiquement, on bascule plus vers le côté soft skills un peu plus important que hard skills. Comment toi tu l'as vécu ça personnellement? Parce que pour moi c'était
difficile. Ouais, C'est c'était très, une petite très gifle. difficile. C'était une petite gifle. Enfin, quand j'étais en école d'ingénieur, je savais que ça ne suffisait pas d'avoir des hard skills. Parce que je pense que dans mon comportement, je suis plutôt, enfin, un peu expressive, un peu orientée vers l'extérieur. Donc, des fois, quand je voyais mes camarades de classe, je me disais, mais ceux-là, vraiment, ils sont dans une bulle dans laquelle j'arrive pas à me mettre, en fait. Donc, je savais déjà qu'il y avait je vais pas dire un souci parce que ben, il faut de tout pour faire un monde, mais que moi, il y avait ce petit conflit intérieur. Mais quand je suis arrivée en école de commerce, c'était une gifle parce que c'est vrai que dans mes camarades d'école de commerce, il y avait des gens qui venaient d'écoles d'ingénieurs aussi comme moi, mais il y avait beaucoup qui avaient fait autre chose, qui n'étaient pas les sciences. Il y avait des gens qui avaient fait du droit, de la pharmacie, des choses tout à fait littéraires, ou qui avaient fait une école de commerce aussi avant, et qui, eux, selon moi, avaient une ouverture d'esprit vraiment plus grande que ce que j'avais pu voir. Et comme tu dis, qui avaient des soft skills que moi, je n'avais pas eu le temps de développer. Par Et donc, exemple. c'était par exemple, ça va travailler en groupe. C'est vrai qu'en école d'ingénieur, on fait ça, mais en école de commerce, vraiment, il y a beaucoup plus de travaux de groupe. Et beaucoup plus de travaux de groupe où c'est pas juste, en fait, une formule ou bien une manière de coder et il faut appliquer, tu codes. Ouais. C'est toi, en fait, on te demande de réfléchir à une stratégie. On te demande de réfléchir. En fait, tu dois réfléchir, c'est dans ta tête. Tu fais l'examen, tu as droit à Internet, mais la réponse n'est pas sur Internet. C'est toi, en fait, comment tu réfléchis, comment tu mets en place un plan, comment tu dis quels sont les tenants, quels sont les aboutissants. Je vais commencer par là. L'entreprise, par exemple, en difficulté, comment je fais pour la redresser? Donc, c'est vrai, on t'a montré Pareto, c'est vrai, on t'a montré Porteur, on t'a montré plein D'outils. d'outils, mais en fait, les outils ne sont pas la réponse. Tout à La fait. réponse, c'est comment toi, tu agrèges ces outils dans ta tête et que tu les mets en correspondance avec un marché, avec une situation précise, et que tu arrives à trouver une solution. Et ça, quand on a fait l'école en Afrique et qu'on a fait des études scientifiques, après, c'est compliqué. C'est vrai. Parce que l'école en Afrique, c'est très bien, mais ça nous donne un petit problème. Moi, selon moi, ça fait l'école en Afrique est faite pour faire de nous des exécutants. Enfin, quand je dis des exécutants, faut pas prendre mal ce que je dis, mais on apprend tout par cœur. Il n'y a pas de place, en fait, à la créativité intellectuelle. Donc, tu apprends tout par cœur et s'il s'agit de mettre en application ce que tu as appris, tu es fort. Je donne un exemple. Quand on est arrivé en classe préparatoire, moi, quand j'ai eu, je crois, 19 au bac de physique. Donc, franchement, j'étais incollable. Physique, chimie, tu me donnes, je sais écrire que Na+, plus Cl-, ça donne LaCl, précipité bleu de je sais pas quoi. Je connaissais tout ça par cœur. J'arrive en classe préparatoire, on met devant moi un petit bécher, une petite solution de Na+, une petite solution iodée. On dit maintenant, il faut faire Na++ Cl- égale à NaCl. Je suis paniquée parce qu'on m'a appris à écrire Na++ Cl-, mais on m'a pas appris à prendre un bécher, à mélanger ça. Moi, ça, je ne sais pas faire en fait. Et c'est ce côté-là, réfléchir par toi-même, faire des choses que j'ai encore plus développé en école de commerce. Et ça, c'est un changement de paradigme que j'ai dû prendre en fait dans ma manière de réfléchir et qui n'a pas été évident les premiers moments en fait. Moi, je savais que je me donne un truc, je sais appliquer en fait. Je me donne telle loi, tu dis d'appliquer ça dans tel contexte, ok. Mais le truc où c'est toi qui dois tout monter enfin, de toi-même, tu dois vraiment développer ton intelligence émotionnelle parce que c'est pas que de l'intelligence hard skills, c'est beaucoup de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence interpersonnelle. Ça va travailler avec des gens. Finalement, on remet l'humain au centre de beaucoup de hard skills, de beaucoup d'outils, de beaucoup de cadres que tu as appris.
Et ça, si tu n'as pas appris à remettre l'humain au centre de ça, et toi-même à te remettre en tant qu'humain, c'est compliqué. C'est ça qui moi, a été compliqué pour moi et salutaire aussi en école de commerce, parce que je pense que si je n'avais pas fait ce travail-là, déjà, malgré le fait que j'ai fait ce travail, quand je suis rentrée en entreprise, c'était pas très évident pour moi. Donc, si j'avais pas fait ce travail en école de commerce, je ne sais pas comment j'aurais fait. Non, mais je partage tout à fait ce que tu disais là tout à l'heure, surtout que je me souviens de mon dernier cours pour mon MBA, c'était un cours de négociation. Et Mmh. justement, là, j'ai pris la pleine mesure du travail de groupe, dans la mesure où on était en groupe. Chaque groupe avait des instructions. C'était comme un jeu de rôle. Et chaque groupe constituait un peu une entreprise. Et Mmh. chacun avait ses objectifs dans l'achat ou la vente d'une entreprise ou d'un produit. Mmh. Et, euh, et en fait, c'était à nous, dans le groupe, de nous répartir les rôles, qui est en charge des aspects plutôt techniques, qui Mmh. est en charge d'être en front vraiment de la négociation tout le temps. Enfin, déjà, on était un groupe de 7 ou de 8. Donc déjà, je pense que c'est bien différent du nombre en général qu'on est en groupe dans les travaux à l'école ou au lycée, collège ou même en école d'ingé, où on est des groupes plus petits la plupart du C'est temps. ça. Là, on était 8 à peu près dans le groupe. On avait des rôles complètement différents. Et c'est pas on divise le travail en 8 et chacun fait sa partie. Non, on est obligé de réfléchir ensemble. Et, Exactement. et chacun, en fonction de qui il est dans son rôle, contribue à la réflexion et contribue au résultat qui en sort. Et ensuite, on avait des échanges avec l'autre groupe où chacun défend ses intérêts en fonction de ses problématiques, en fonction des sujets qu'il a adressés, en fonction des objectifs qu'il doit atteindre. Et je me souviens que c'était, je pense, c'était l'un des meilleurs cours que j'ai eu Mmh. parce que c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais. Et puis c'était le dernier cours, tu vois. Du coup, après ça, c'était un peu une phase un peu de bilan Oui, pour moi. ouais. Je me suis dit, est-ce que j'aurais été capable de faire ce que j'ai fait là 10 mois plus tôt? Parce que je regarde, je sais qu'il y a une période, je me souviens très bien, il y a un moment où on était en train d'échanger avec un autre groupe, et bon, c'était pas moi qui parlais, c'était un autre membre du groupe qui parlait. Et à ce moment-là, je sais pas, j'ai eu un moment de recul, j'observais la scène, je me suis dit, en fait, c'est ça. D'accord, ok. Et ça, je l'aurais jamais appris ailleurs, en fait. Ça, ce qui est en train de se passer, ces interactions, ces discussions, ce niveau d'échange et d'informations partagées. Et ça, c'est des trucs, l'ingénieur, on va dire, technique, qui est un peu en bout de chaîne, je vais dire, il ne sait pas, en fait, tout ce qu'il y a derrière. Lui, il sait la décision finale, ce qu'il doit appliquer, ce qu'il doit produire, mais toutes les négociations qu'il y a eu en amont et le pourquoi du comment, il n'est pas toujours informé. C'est ça. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Il peut savoir, mais ça va lui demander de l'expérience, ça va lui demander du temps, ça va lui demander d'avoir une certaine assise, dans l'entreprise pour être au courant des choses. Là où, quand toi tu es un peu en amont, bah, tu vas vite avoir accès à ce genre d'informations-là, surtout quand tu fais du conseil, dépendamment des projets sur lesquels tu te situes. Tu peux te retrouver en face de personnes, très exposées dans l'entreprise. Donc tu comprends en fait les prises de décision, tu comprends et quand tu disais que c'était le dernier cours et là tu te demandais: «Est-ce que j'aurais pu faire ça 10 mois avant?» Encore une fois, des fois, quand tu es en école de commerce, tu te demandes: «Mais ces cours, ils servent à quoi, en fait?» Et moi, des fois, je me rappelle quand j'étais à l'ESSEC, on mettait stratégique sur tous les noms des cours. Stratégique marketing, stratégique, law, stratégique finance et je me disais: «En fait, ils se contentent de mettre stratégique juste pour qu'on achète 20 000 €». Mais en fait, ce n'était pas ça, en fait. C'était une manière de réfléchir, c'était une manière d'aborder des problèmes, c'était une manière, comme tu disais, d'avoir des conversations construites. C'était pas juste je sais, mais c'est comment ce que tu sais, tu le rends. Est-ce que tu sais l'adapter à un espace? Est-ce que tu sais l'adapter à un auditoire? Est-ce que tu sais l'adapter à un problème? Est-ce que même tu sais l'adapter à une bulle temporelle? Mais quand tu arrives au bout de 10 mois et que tu es capable de structurer un tel discours, tu es capable de structurer un tel projet, tu es capable de structurer un produit, de pitcher un projet de transfert dans une entreprise, là, tu sais que tu as appris quelque chose. Et c'est pas tout, parce que l'école ne fait pas tout. Tu vas encore te retrouver en entreprise, tu auras d'autres choses que tu vas apprendre.
Mais c'est un chemin que tu commences et qu'il faut surtout pas arrêter, en fait, que Mhm, mhm, mhm. c'est des aptitudes que tu prends maintenant qu'il t'appartient de développer dans toute ta carrière professionnelle. Comment tu tiens émotionnellement pendant tout ça? Parce qu'il y a le côté financier. En vrai, dit comme, enfin, je sais pas, pour certaines personnes, c'est peut-être, je sais pas, j'ai pas envie de dire évident, mais c'est un stress en fait, hein, d'être dans une situation dans laquelle tu n'as pas de moyens, surtout que tu viens à peine de sortir de ta phase où tu es étudiant, où en fait, Ouais. quand tu es étudiant, tu as juste, enfin, juste, j'exagère un peu, mais à aller à l'école, avoir de bons résultats, valider, passer en année supérieure. Là, il y a tout le volet de la vie adulte qui s'ajoute à ta vie et t'as pas d'argent en fait pour subvenir et en même temps tu es en pleine mutation dans ta vie professionnelle dans la mesure où tu passes du volet technique au volet beaucoup plus stratégique. Donc c'est dur. Comment on tient? Il y a plusieurs choses. Moi, je suis croyante, je suis chrétienne, donc j'aime dire que Dieu ne m'emmènera jamais là où sa grâce n'est pas en capacité de me soutenir. Je crois fermement à ça. Donc, dans toutes les situations où je me dis que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que Dieu est un Père très responsable. Donc, il est tellement responsable qu'il ne peut pas m'emmener dans un truc qui est au-dessus de mes forces, en fait. S'il donne la vision, il donne toujours la provision. Ça, c'est le côté croyant de la chose. C'est important parce que je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas, mais moi, dans tout ce que j'ai vécu, je pense que si je n'avais pas ce côté-là, j'aurais pas tenu. J'ai déjà eu une conversation avec un collègue qui m'a dit que être croyant, c'est un peu être lâche parce que au lieu d'assumer en fait que les choses ne dépendent que de nous et n'arrivent que de notre fait, on, 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 on se concentre sur le fait, ou bien on se repose sur le fait que, en fait, ça dépend de quelqu'un d'autre. Donc, que je fasse ou que je fasse pas, il y a quelqu'un d'autre qui fait. Je ne le vois pas ça comme ça. Je ne vois pas ça comme être lâche, mais je vois ça comme avoir quelque chose qui nous soutient. C'est-à-dire, je fais de mon mieux. Moi, je fais de mon mieux. Je fais ce que je suis en capacité de faire. Mais je suis consciente que quand j'ai fini de faire de mon mieux avec mes forces qui, je le sais, sont limitées, il y a quelque chose au-dessus de moi, il y a quelqu'un au-dessus de moi qui est capable de faire infiniment plus que ce que moi je fais, qui est capable de gagner des victoires pour moi alors que j'ai jamais combattu en fait, qui est capable d'ouvrir des portes pour moi alors que moi j'ai jamais tapé la porte. Je sais même pas que la porte existe. Lui, il ouvre la porte pour moi. Tu vois? Donc ça déjà c'est un premier appui très fort en fait. Moi ça m'a porté pendant toute cette période-là. Deuxièmement, j'ai des parents qui sont exceptionnels. Je sais que j'ai grandi et j'ai appris par les expériences des autres, de mes amis, de mes connaissances, que c'est pas la norme en Afrique, c'est pas la norme en Côte d'Ivoire. Mais mon père est ce que j'appelle un e-forchi et ma mère, c'est une personne qui pousse ses enfants. Mes deux parents, leur projet de vie, c'est leurs enfants. N'ont pas d'autres projets de vie en fait. Leur projet de vie, c'était de se dire on se marie, on fait des enfants, mais on va en faire des gens bien en fait, des gens structurés, des gens équilibrés. Et tout ce qu'il fallait pour qu'on soit des gens bien structurés, équilibrés, qui ont toutes les armes dans la vie, mes parents, ils ont fait. Et donc, même quand ils n'étaient pas capables d'apporter les moyens financiers, par contre, le côté coaching, le côté mental, c'était toujours. Mon père, il m'appelait toujours, il me disait, même si c'est dur, Kédiane, tu vas sortir de là. Tu imagines, tu auras le cinquième meilleur master au monde. Mais tu es capable de faire. Est-ce que les enfants qui sont avec toi là-bas, tu as l'impression qu'ils sont plus intelligents que toi? La seule différence, c'est qu'ils ont l'argent, hein. Sinon, toi, ma fille, tu es plus intelligente que. Donc, tu ne vas pas laisser l'argent te décourager. Tu ne vas pas laisser l'argent te passer. Il me dit, mais regarde ce que tu es en train de vivre. Regarde les expériences. Regarde le type de gens avec qui tu travailles. Regarde le type de gens avec qui tu vas à l'école. Regarde la qualité des professeurs que tu as. Mon père est professeur à l'université. Euh, il a enseigné à l'université en Côte d'Ivoire. Il a enseigné à l'INP. Les professeurs d'économie. Il sait reconnaître des professeurs de qualité. Donc, il me disait, mais regarde le type de professeur que tu as. Mais tu es en train de faire ce qu'on appelle de l'éducation d'excellence. Pas tout le monde a accès à ça. Donc, profite du moment. Et même si c'est Dieu, profite. À chaque fois, il me disait,
profitent de chaque instant. Et dès qu'ils avaient un peu d'argent, ils m'envoyaient, ils me disaient, mais c'est voyage. Je me disais, mais vous, on n'a pas l'argent pour manger, mais vous dites de voyager. Ils me disaient, mais ça ne sert à rien d'être dans un pays si tu ne peux pas profiter de ce que ce pays peut t'apporter en plus, enfin, que tu n'aurais pas eu dans ton pays. Le fait que tu sois en France, tu as accès à une géographie que tu n'aurais pas eu si tu n'étais pas en France. Voyage, va t'amuser, va avec tes amis. Mon père ne me laissait jamais un été sans au moins même avoir peut-être 300 € pour prendre l'avion pour voyager, ne serait-ce que 2 jours en fait. C'est pas grand-chose, mais c'était ça. Il m'encourageait à m'ouvrir l'esprit, à aller aux opportunités. Euh, et puis finalement, il y avait moi-même en fait. J'avais mon projet, j'étais sûre de mon projet. Je suis quelqu'un, ça peut être un défaut, c'est parfois un défaut, mais je suis teigneuse. Quand je décide que je vais faire quelque chose, c'est très difficile de m'enlever ça de la tête. Donc j'avais décidé que j'allais réussir ça. Et c'était maintenant un combat entre moi et moi-même en fait. Il fallait que je réussisse. J'avais pas d'autre choix en fait. Je ne m'étais pas donné l'option de l'échec. Ça faisait pas partie de mes options. Donc c'était soit je réussis, soit je réussis. Et j'ai réussi. Donc c'était ces 3 choses: Dieu, mes parents, moi-même et puis l'entourage de qualité. J'avais un entourage de qualité. J'avais des amis, comme je parlais de cette amie, de cette grande sœur et tous ces amis sont beaucoup c'était le lycée Sainte-Marie, d'autres c'était des personnes que j'avais rencontrées en France, mais on s on s'entraidait, on s'entraidait. On était un peu dans une phase où oui, les études c'est compliqué, oui, je sais pas ce que je vais faire, tout le monde était un peu mais on s'entraidait. Des fois, j'habitais dans un petit studio à Puteaux. Des fois, on se réunissait toutes, on priait un peu. Après, on se cotisait 5 €, 5 €. On paie un peu d'argent, un peu de poisson. On mange ensemble, on pleut un peu, on étudie un peu. Et puis, on y va, quoi. Aujourd'hui, quand je regarde ces amis-là, tout le monde est posé. Il y en a qui travaillent dans le même cabinet que moi. Et on regarde derrière, on se dit, ah, les filles, on a galéré, mais c'était nos meilleurs moments et tout. Et aujourd'hui, voilà. Donc, non, c'était compliqué, mais ça fait partie de mes meilleures années. C'est une très Mm. belle. La dernière fois qu'on a échangé, tu as soulevé un point assez important qui était lié à notre rapport à l'échec, Ouais. notre gestion de l'échec, notre gestion de notre santé mentale quand on fait ce genre de parcours qui peuvent être longs et laborieux. Euh, Est-ce que tu peux en reparler ou tu Oui, veux en reparler? oui, je peux en reparler avec plaisir. Alors moi, je fais partie des personnes qui croient plus en la théorie de l'échec qu'en la théorie du succès. Qu'est-ce que j'appelle la théorie de l'échec? C'est-à-dire, je suis quelqu'un que j'apprécie, je suis quelqu'un que je considère comme un mentor, comme un modèle ou simplement qui a fait des choses qui m'inspirent et que j'aimerais faire. Je préfère passer 30 minutes à écouter ce que la personne a vécu comme échec que de passer 30 minutes à écouter ce que la personne a vécu comme succès. Pourquoi? Parce que je pense que nous sommes la somme de nos succès, mais nous sommes surtout la somme de nos échecs. Derrière quelque chose qui réussit, on ne réussit souvent pas du premier coup. Mhm. On réussit parce qu'on s'est cassé un peu la figure plusieurs fois et un jour on réussit. Mais comme on dit en Afrique, hein, l'échec est silencieux, c'est la réussite qui fait beaucoup de bruit. Donc on ne retient que la réussite. Et je pense que si dans les personnes qu'on forme, dans les personnes qu'on mentor, on leur apprenait qu'on avait fait des échecs, les personnes auraient des rapports à l'échec beaucoup plus mesurés. Mm. Moi, dans mon cas personnel, jusqu'à ce que je rentre dans la vie professionnelle après mon master spé en école de commerce, je pense que je n'avais pas appris à échouer. Et c'était très dangereux. Euh, j'ai fait le lycée Sainte-Marie. Donc, le lycée Sainte-Marie, c'est quand même le lycée des meilleures filles de Côte d'Ivoire. Donc, tu arrives au lycée Sainte-Marie, tu sais que déjà, tu es dans une certaine forme d'élite. Et je pense que pendant toutes les années du lycée Sainte-Marie, on te dit et te redit que tu es l'élite de la nation. Donc, tu es déjà quand tu marches, tu sens pas le Tu es sol. hypé en fait. Voilà, tu es déjà hypé, voilà. Tu es très hypé. C'est vrai que quand tu arrives, tu tombes un peu de haut parce que toi, tu étais première dans ton lycée primaire, mais tu arrives avec les premières et dans les premières, il y a toujours la dernière. Donc,
c'est Mais tu es la compliqué. dernière des premières, donc Mais tu en es quand même la soi. dernière des premiers, en fait. Voilà. Être pauvre, je sais pas, être pauvre à Ava, depuis être pauvre quelque part dans un village reculé, là, c'est pas C'est pas la pareil, en même fait. chose. Tu vois? C'est comme quand tu es en Europe, tu dis aux gens, l'Europe c'est dur. On dit, mais toi, l'Europe c'est dur, mais quand toi tu n'as rien, tu as au moins 500 €. Quand on n'a rien, on a 5 francs. C'est pas pareil, en fait, tu comprends? Donc, déjà, quand tu es au lycée Sainte-Marie, tu es déjà hypé, tu te sens déjà comme une certaine élite. Moi, j'ai fait un concours qu'on appelle en Côte d'Ivoire quotient intellectuel, ça n'existe plus, mais ça mettait, enfin, c'était une émission, puis c'est devenu un concours, ça mettait en lumière les enfants dits surdoués. Je dis dits parce que moi, j'ai jamais fait de test qui prouve que j'étais surdouée. Je sais que j'ai un quotient intellectuel qui est quand même bien par rapport à la normale. Je sais que j'ai des facilités d'apprentissage et je sais que j'avais été mise en valeur dans cette émission. J'avais même fait, du coup, ils en avaient fait un concours entre les personnes dites surdouées. J'étais arrivée deuxième. Donc, naturellement, je me sentais quand même dans le haut du panier. Ça vient en plus avec une certaine forme d'égocentrisme et d'orgueil que tu ne vas jamais tu vas jamais te l'affirmer que tu es orgueilleuse, mais tous ces événements font de toi un peu quelqu'un d'orgueilleux parce que tu te sens un peu supérieur à la normale. Je vais en école d'ingénieur, je réussis, même l'ESSEC, c'est compliqué d'y entrer, mais je rentre, je vis des années difficiles, mais je suis quand même à l'ESSEC en fait. Je fais quand même un master que des gens rêveraient de faire. Je parle anglais. Voilà, par rapport aux jeunes filles de mon âge, j'ai pas d'échec. J'ai pas vraiment d'échec. J'ai eu des situations compliquées, mais pas d'échec. Et j'ai toujours de bonnes évaluations. Partout où je suis rentrée dans mes stages, j'ai toujours eu des bonnes évaluations, de bons rapports. Vraiment, rien que du positif. Et quand j'arrive en école dans ma première expérience professionnelle post-master SP, déjà, je me retrouve pas. On parlait un peu des soft skills et tout. Je me retrouve pas. Je suis un peu timide. J'ai du mal à prendre la parole. J'ai du mal, en fait, à m'affirmer. J'ai comme un peu ce syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que je fais là? Les autres viennent de grandes écoles. Même si je viens de l'ESSEC, je me dis, ouais, je viens de l'ESSEC, mais moi, c'est un diplôme d'ingénieur avant. Les autres, ils ont fait que des écoles de commerce ou bien de grandes écoles d'ingénieurs qui sont plus grandes que moi, mon école. J'ai du mal à parler. Je me mets pas assez en valeur, je tombe sur des managers compliqués, parce que ça aussi, il y en a dans le monde du travail qui sont pas les plus bienveillants, qui sont pas des managers. Parce que souvent, tu apprends aussi en grandissant que souvent les gens sont managers, mais parce ils ont la connaissance, mais pas parce qu'ils savent manager, pas parce qu'ils savent faire grandir des hommes et des équipes. Ça, c'est une autre compétence qu'on ne prend pas souvent le temps de développer. Donc, je peux tomber sur des managers qui ne savent pas faire grandir des gens, qui sont de très bons professionnels, mais qui ne savent pas faire grandir des gens. Et je tombe sur ça. Et mes premiers échecs, mes premières mauvaises évaluations. Et ça arrive avec des remises en question personnelles. Dans ma vie personnelle, on commence quand même la vie d'adulte, on se pose des questions. Il y a les relations hommes-femmes, il y a les premières amitiés que tu perds, il y a plein de choses où tu essaies de te... Bah, tu commences à vivre ta vie d'adulte et tu te rends compte que adulthood is so ghetto. C'est ghetto en fait, la vie d'adulte. C'est ghetto quand t'as pas appris. Et je fais mon premier burn-out à 25 ans. Ça commence pas par un burn-out. Je prends un an à m'en rendre compte. Euh, je, je fais des malaises à répétition. Je sais que je stresse parce que je suis sur une mission qui est compliquée, où le client est compliqué, le manager est pas très en valeur. C'est le genre de manager qui parle pas mais qui te laisse aller au goulag en face de ton client en fait. Donc lui, il sait que le client te tape là-dessus, mais il va jamais avoir le courage de prendre position. Je commence à stresser quand je vais au travail, j'ai pas de bonnes évals et je fais des malaises sur des malaises, je m'évanouis. J'ai des moments où j'arrive pas à respirer, je me réveille le matin, j'arrive pas à marcher, je suis dans ma douche, je tombe, on appelle le SAMU.
Et je mets ça sur le coup de la fatigue parce que j'ai une vie, associative qui est remplie, je fais beaucoup de choses dans la vie. Jusqu'à ce que je n'arrive pas à dormir et que je fasse des crises beaucoup plus prononcées et qu'un jour mon médecin traitant prononce le mot antidépresseur. Je me dis: «Non, les antidépresseurs, c'est pour les fous mon gars. Je suis pas folle. Je vais pas prendre ça». Il me dit: «Je pense que c'est important et je pense que tu dois avoir un psychologue». Je me rappelle quand je suis sortie de là, j'étais avec une amie, j'ai tellement pleuré devant le cabinet. Moi, en Afrique, les psychologues, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Enfin, ça existe, je sais, je suis intellectuelle, je sais que ça existe, mais les Africains ne vont pas chez le psychologue. Moi, dans ma famille, je connais personne qui est allé chez un psychologue. Et Pourtant, encore moins chez le on est psychiatre. Parce qu'à intellectuels partir du et moment où tu encore commences à encore moins chez être le sous psychiatre. médicaments, tu vas chez le Encore psychiatre. encore moins chez le psychiatre et je me dis: «Mais je suis pas folle. Qu'est-ce que je vais faire chez un psychologue? Qu'est-ce que je vais faire chez un psychiatre?» Je vais pas finir en asile de fous. Moi, je suis la petite fille intelligente, je suis la surdouée, je suis la jeune fille qui réussit tout et finalement, ça me met 2 ans à m'en remettre. Ça me met 2 ans à m'en remettre. Je comprends que j'ai pris Est-ce que tu as pris ton traitement? oui, j'ai mis 6 mois à accepter de prendre le traitement et puis j'ai un entourage très bienveillant. Je suis bénie d'avoir un entourage très bienveillant. Et c'est des personnes de mon entourage qui me disent: «Tu sais qu'Etienne, c'est pas un échec. C'est pas un échec, mais en fait, ce qui est en train de se passer là, c'est que si tu prends pas le temps de guérir, si tu prends pas le temps de régler ce que tu dois régler, ça va rester une épine dans ton pied tout le temps». Et c'est vrai que tu as l'impression de vivre ça comme un cataclysme parce que je sors d'école de commerce, je sors de l'ESSEC, j'ai travaillé à peine 1 an, mes amis sont en train d'évoluer, je regarde sur LinkedIn toujours, ils évoluent et moi je m'arrête en fait. C'était pas ça le programme, c'était pas du tout ça le programme. En plus, j'ai mes 19 000 € à rembourser, c'était pas ça le programme les gars. Mais ils me disent, voilà, c'est vrai que tu le vis comme un cataclysme, mais remets les choses en contexte. Tu as 24, 25 ans, ta vie, elle est longue. C'est soit tu prends le temps maintenant pour régler ce que tu as à régler et après on n'en parle plus, ou tu décides d'occulter ça, mais ça te crée des problèmes pendant toute ta vie et tu vas au soir de ta vie regretter en fait de ne pas avoir pris le temps. Parce que là, c'est un événement, mais en fait, ce qui se passe quand tu fais une dépression, c'est que, enfin, moi, je l'ai appris, c'est vraiment une maladie, en fait, dans ton Bah, c'est une cerveau. maladie. Tu ne sais plus capter certaines hormones qui te rendent heureux. Donc, en fait, faut vraiment soigner ça, quoi, comme on Faut vraiment soignerait soigner n'importe ça. quelle maladie. Et si tu ne le fais pas, demain, il y aura d'autres événements que tu ne sauras peut-être pas bien gérer. Enfin, après, il peut y Exactement. avoir des conséquences, ouais. Exactement, mais l'analogie, c'est que quand tu ne concevrais jamais que tu aies mal à la tête ou mal au ventre et que tu te laisses avoir mal au ventre pendant 3 semaines. Alors que le médecin existe. Tu vas aller à la pharmacie, tu vas aller chez le médecin si ça persiste. Mais on nous a tellement diabolisé la santé mentale qu'on a l'impression que quand on prend soin de sa santé mentale, c'est anormal. Donc, en tout cas, j'ai eu des gens qui m'ont aidé à faire ce pas-là et comme je disais tout à l'heure, ça m'a mis 2 ans. Parce que je n'ai pas juste voulu, en fait, prendre des médicaments et je guéris et c'est tout. Je me suis dit: «Bah, quitte à m'arrêter, je vais m'arrêter, mais je vais faire ça bien aussi parce que je sais faire les choses bien. Je vais aller profondément chercher qu'est-ce qui m'a mis dans cet état-là. Quels sont mes triggers, en fait? Comment on dit trigger en français? Quels sont mes éléments déclencheurs? Qu'est-ce qui me met dans des états? Pourquoi, en fait, j'arrive à avoir des espaces, émotionnels qui sont si perturbés? Qu'est-ce qui les perturbe? Qu'est-ce qui, en moi, les perturbe? Qu'est-ce qui, dans mon comportement, les perturbe? Qu'est-ce qui, dans mon histoire, les perturbe? Et quand je sais qu'est-ce qui perturbe ça, comment moi j'apprends à me prémunir en fait? Quelles sont les armes que j'ai en moi? Parce qu'on a des armes. C'est vrai que les médicaments en fait viennent régler une situation qui s'est détériorée, donc on doit régler les situations. Mais les armes en fait pour ne pas retomber dans ces situations, on les a en soi. C'est des armes D'où mentales, c'est des l'accompagnement armes psychologiques. psychologique. Voilà. Donc, comment j'ai fait un accompagnement psychologique pour comprendre
En fait, qu'est-ce qui n'allait pas avec moi? Qu'est-ce qui n'allait pas dans mon histoire? Qu'est-ce qui avait été galvaudé? Et comment je faisais, en fait, pour utiliser ces choses-là qui n'étaient pas des faiblesses, mais qui pouvaient dériver comme des forces, en fait. De toute façon, c'est mon histoire, je ne vais pas changer mon histoire. Ce que je peux faire, c'est empêcher que certains détails de mon histoire m'affaiblissent. Mais ça demande un travail, en fait. Ça demande de rentrer en soi et c'est très difficile. C'est très, très difficile parce que c'est comme une plaie qui ne cicatrise pas, c'est-à-dire il y a du pu à l'intérieur. Et puis, bah, on ne soigne pas le pu et puis la plaie se referme, tu vois. L'intérieur n'est pas soigné. Tu vois juste une croûte, mais l'intérieur est malade. Donc, pour pouvoir guérir l'intérieur, là, on doit gratter la croûte. Ça fait mal. On doit gratter la plaie superficielle On là doit gratter la plaie avant superficielle. d'atteindre le Ça pu. fait mal. On doit mettre maintenant l'alcool. Ça fait mal. Et puis, on doit prendre un petit cathéter pour aller creuser, pour aller trouver le pu, pour commencer à extraire. Ça fait très, très mal. Ah, mais c'est une belle analogie en plus. C'est exactement ce qui se passe dans ton psychologique, en fait. Exact, Tu exactement dois ça. aller gratter toutes ces couches superficielles pour aller des fois trouver l'enfant qui est en toi, des fois trouver l'adolescente qui est en toi, qui a été blessée, l'adolescente qui n'a pas compris certaines choses, l'adolescente qui était peut-être confrontée à certaines situations trop vite. Moi, j'ai appris avec le recul que comme j'étais une enfant qui réussissait tout, peut-être qu'il y a des choses aussi qu'on ne m'a pas empêché de faire. Il y a des cadres qu'on ne m'a pas mis parce que j'étais une enfant assez polie, qui réussissait tout bien. Donc, bah, quand tu fais des choses qui dérivent, on se dit, mais l'enfant est tellement bien, en fait, elle est tellement polie que, bon, le petit truc qu'elle a fait, on va pas lui reprocher, en fait. Sauf que le petit truc devient un gros truc qui est problématique. J'ai appris que je n'avais pas appris à échouer. J'ai appris que je n'avais pas appris à gérer, que j'étais une hypersensible qui n'avait jamais appris à faire de cette hypersensibilité une force. Et que du coup, mon hypersensibilité me faisait dériver. C'est mon hypersensibilité qui faisait que j'avais peur parce que j'étais comme pétrifiée quand il fallait parler, alors que je savais parler. Quand tu me mettais en public, je pouvais parler à des foules de 200 personnes. Mais quand il s'agissait d'exprimer mon travail, chose que je savais, ça me pétrifiait. Et du coup, j'avais le syndrome de fuir. Donc, je fuis quand je dois faire des livrables, alors que je sais que je sais les faire, mais ça me fait peur, donc je ne fais pas. J'attends la dernière minute, je les fais, mais ils sont de piètre qualité. Tu vois? Alors que c'est pas une question de hard skills, c'est pas une question de tu sais faire le livrable ou pas. C'est une question de tout le processus qui se passe dans ta tête à partir du moment où on te dit que tu dois faire ce livrable jusqu'au moment où tu le délivres. Donc, après plusieurs livrables ratés, bah, tu as une piètre perception de toi-même, tu as une piètre perception professionnelle de toi. Il suffit qu'on puisse te faire des remarques compliquées. Moi, il y a un manager qui m'a dit, le conseil, c'est pas fait pour toi. Bon, 7 ans après, je suis toujours là, je suis dans le meilleur cabinet de conseil, je fais les meilleures missions. Donc oui, le conseil, c'était fait pour moi. Je n'étais juste pas dans les conditions psychologiques pour. Et donc, j'ai fait tout ce travail-là. J'ai appris à désapprendre ce que je savais de moi, à réapprendre ce que je suis, à m'approprier mes forces, mais aussi à m'approprier mes faiblesses, en fait. Quand tu connais tes faiblesses, quelqu'un ne peut pas te blesser avec tes propres faiblesses. Parce que tu les connais, tu sais les anticiper. Aujourd'hui, je connais mes zones de confort, je connais mes zones de difficulté aussi. Je sais ce que toi, Oma, tu peux faire pour me mettre dans une zone de difficulté. Donc, quand tu commences à faire, je te dis, arrête, je préfère qu'on marche comme ça. Je ne te laisse pas aller dans ma zone de difficulté pour que j'ai une réaction qui soit incontrôlée, en fait. Tu vois? Et j'ai appris à me connaître. J'ai appris qu'au travail, je suis quelqu'un de structuré, que je n'aime pas quand il n'y a pas de structure. Donc, quand je vais commencer une mission aujourd'hui, le manager qui va m'appeler, qui va me dire, OK, Kijan, tu montes sur ce projet, voici le client, voilà ce que tu dois faire et tout. Et qui me dit, demain, tu as rendez-vous avec le client. Moi, je lui dis non. Je dis, est-ce qu'on peut prendre un temps de faire ce qu'on appelle chez nous un check-in? C'est-à-dire, OK, tu m'as dit la mission, ce que je dois faire. Mais en fait, en vrai, qu'est-ce que tu attends de moi? Sur quel livrable je vais être évaluée? Pardon, c'était coupé parce que j'ai eu le truc qui se décharge un peu.
Mais en gros, ce que je disais, c'est que si tu m'appelles sur une mission pour me dire: «Kylian, voilà ce que tu dois faire, voilà le client, voilà, à peu près les attendus» et que demain tu me dis: «Je dois aller, chez le client», je dis: «Non, est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle chez nous un check-in?» C'est une entrée dans la mission. C'est: «OK, j'ai compris que ce sont ça les attendus, mais moi personnellement, sur quoi tu m'attends en fait?» Quels seront les facteurs de succès? Je ne dis pas les facteurs de succès de la mission, parce que souvent, la mission, on est en équipe. Quels seront les facteurs de succès de moi, mon apport sur la mission? Qu'est-ce que, à la fin de la mission, en fait, sur quoi tu vas m'évaluer? Sur, qu'est-ce que si je, enfin, quelles sont les choses que si je ne produis pas, ce sera problématique pour l'évaluation que tu vas me donner dans la mission, en fait. Je vais te demander comment toi tu préfères travailler. Est-ce que tu aimes travailler tard le soir? Est-ce que, par exemple, tu es un manager directif? Est-ce que toi, tu préfères me laisser seule et je me débrouille? Et je vais te dire comment moi, j'aime travailler pour être en confiance. Comme je disais tout à l'heure, je vais te dire que moi, j'aime les choses structurées. J'aime que tu puisses me dire exactement ce que tu attends de moi et ensuite, j'aime que tu me laisses tranquille pour dérouler mon travail. J'aime travailler à la confiance. Je vais par exemple te dire que je ne suis pas du soir. Si tu m'envoies un message à 20 heures, je ne vais pas répondre. Avant même quand je n'avais pas d'enfant, je ne répondais pas, à part urgence. Mais aujourd'hui, encore plus sur un enfant, où je priorise ma famille parce que ma famille est importante pour moi. Ton message à 20 heures, je vais répondre demain à 8 heures. Par contre, je suis du matin. Donc, si tu n'as pas clarifié ça, que par exemple, toi, tu es du matin comme moi, ton manager du soir, vous allez tout le temps avoir des problèmes parce qu'il va tout le temps t'emmener à 22 heures. Ça va te mettre dans toi ta zone de difficulté parce qu'à 22 heures, tu ne sais pas travailler. Mais comme tu veux lui faire plaisir, tu vas travailler, mais tu vas travailler produit du pied de travail. Donc, j'ai appris, tu vois, à comprendre quel genre de personne je suis, mais aussi quel genre de professionnel je suis. Et quand c'était bon, je me suis remise sur le marché du travail. Ça m'a pris 2 ans. Pendant 2 ans, beh, j'ai démissionné du coup du poste dans lequel j'étais parce qu'au bout de quelques arrêts maladie, j'ai dit: «Beh, je vais pas continuer à être là, être en arrêt maladie tout le temps». J'ai fait une rupture conventionnelle, j'ai démissionné et j'ai pris 2 ans pour me soigner. Je suis partie à Abidjan, j'ai vécu du temps j'ai pris du temps avec mes parents, ma famille, les gens que j'aime. J'ai bossé sur des projets associatifs. En fait, j'ai fait des trucs qui me plaisaient pendant que je me soignais parce que c'était une vraie dépression. J'ai fait des tentatives de suicide. C'était une vraie maladie. Donc, j'ai pris le temps de me soigner, de faire des choses que j'aime. Et quand c'est fini, je me suis remise sur le marché du travail. C'était compliqué parce que j'avais 2 ans d'arrêt derrière moi. Fallait créer le narratif, en fait, du pourquoi ces 2 ans. Un narratif qui ne me mette pas moi en danger émotionnellement dans l'entretien. Donc j'ai créé mon narratif, j'ai fait les entretiens et puis le réseau Sainte-Marie encore, c'est une ancienne de Sainte-Marie qui est une très bonne amie à moi, qui travaillait dans mon cabinet actuel, qui m'a dit: «Ah, tu sais, on recrute». Je lui ai dit: «Bah, tu sais ma chérie, moi je viens de 2 ans de pause là, ton cabinet c'est le meilleur des cabinets. Déjà, pour aller dans les petits cabinets, c'est compliqué. Je ne vais pas tenter ça». Elle m'a dit: «Mais qui ne tente rien n'a rien. De toute façon, ça t'engage à rien. Tu fais juste des entretiens. Au pire, ça ne marche pas». Et c'est elle qui a poussé mon dossier. Et franchement, ce sont les entretiens les plus simples de ma vie que j'ai fait là-bas. Franchement, je le dis encore avec le recul, c'est un entretien les plus simples de ma vie. C'est des discussions, c'était bienveillant. C'est comme ça que je suis arrivée là et que ça fait 4 ans que j'y suis et que je me plais parce que maintenant je me connais. Je connais, en fait, je sais comment je fonctionne et souvent mes managers me disent, «Par rapport aux gens de ton grade, tu as beaucoup de maturité». Mais en fait, c'est pas la maturité de l'âge, c'est la maturité des expériences de la de vie, en la fait. vie. Exactement. Tout à fait. Moi, ma maman me disait quand j'étais petite, et je comprenais pas, j'ai compris bien sûr bien plus tard, elle me disait, c'est vrai, tu vas à l'école, tu as des bonnes notes et tout, mais il y a intelligence de l'école et puis il y a intelligence de la vie. Et l'intelligence de la Et vie, là, c'est pas à l'école que tu vas apprendre ça. Mais ça, c'est après que il faut être qu'on confronté à la comprend. Ouais, il faut être confronté à la vie c'est et ça. puis, on comprend. Alors, comment on rentabilise Ma question me fait rire. Comment on rentabilise un master spé à l'ESSEC qui coûte 19 000 euros et ça, c'est sans compter le logement, la
factures, transport et tout ça. Comment financièrement parlant, ça se traduit entre ton poste après ton master spé et ton poste avant, donc chez FH? Ok. Bon, déjà, je pense qu'on ne rentabilise pas ça seulement que Tout financièrement. à fait, ouais, Ça, c'est un c'est premier clair. sujet parce que, comme je disais tout à l'heure, l'impression d'être à sa place. Moi, mon père m'a toujours dit que l'instruction n'a pas de prix. Ce que tu mets dans ta tête, les expériences, l'ouverture d'esprit, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est un premier Mhm, sujet. Et en fait, mhm. il y a des gens qui te diront que ça n'a pas besoin de dépenser 19 000 euros. Après, chacun ses choix, Chacun son parcours. chacun son parcours. Mais ensuite, oui, ça se rentabilise financièrement parce que déjà qu'on sort de là, après, je ne vais pas faire partie des personnes parce que je trouve qu'il y a des gens qui mentent, qui te disent que quand tu as sorti de l'ESSEC par rapport à ton ancien salaire, en tout cas, si tu avais déjà travaillé, tu vas prendre peut-être 200% en plus. Ça, c'est faux. Ça fait quand Enfin, même beaucoup, je ne sais pas qui après, dit. ça dépend de ce que tu faisais avant. Et voilà, si, je sais pas, si tu étais au SMIC et qu'après, tu te retrouves à la Oui, City à Londres, oui, peut-être. ça, oui. Mais ça, déjà, c'est Ça, c'est des un histoires extrême. exceptionnelles. C'est des extrêmes. C'est pas l'histoire de tout le monde. Mais par contre, moi, quand je suis sortie de l'ESSEC, par rapport déjà à la proposition financière que j'avais quand je sortais de mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait déjà à peu près, je pense, 25-30%. Ensuite, ce qui est bien dans le conseil, c'est que quand même, on a une évolution financière qui est un peu processée, en fait. Tu sais que tu vas être consultant junior, senior, et à chaque niveau, il y a un, il y a Une augmentation un de ajout salaire de qui va salaire, avec. une augmentation de salaire qui va avec. Donc, j'ai bien évolué. J'ai quand même eu ces 2 ans d'arrêt qui m'ont un peu freiné, mais j'ai bien évolué, j'ai rattrapé, franchement, j'ai rattrapé. Les 19 000 euros, en 3 ans et demi, j'ai remboursé. J'ai remboursé En te sans que serrant ce la soit. ceinture ou bien. J'ai pas eu Ok. l'impression de me serrer la ceinture. J'avais mon appartement dans un très bon quartier, dans la banlieue parisienne. Je faisais des activités. J'allais à Abidjan 2, 3 fois par année. Voilà, enfin, non, j'ai pas eu l'impression de me serrer la ceinture. Après, j'étais pas maman, j'avais pas d'enfant, je n'étais pas mariée. Qu'on est quand même dans le conseil, je pense qu'on gagne quand même assez bien sa vie par rapport à la moyenne des Français. Donc, je pense que, voilà, ça allait. Ça allait. Et je remboursais un peu plus de 400 € par mois. C'est quand Mhm. même des sous. C'est beaucoup, Donc, ouais. oui, c'est beaucoup. Mais voilà, j'ai rapidement pu rembourser. Et aujourd'hui, voilà, j'ai un salaire très confortable. Enfin, j'ai un salaire confortable, très confortable. Enfin, voilà, tout le monde a son référentiel. Dans mon référentiel, c'est pas très confortable, mais c'est confortable. Je vis confortablement. Et voilà. Et, l'avantage du Master SP, c'est que c'est pas quelque chose même que tu vas leverager, comment on dit ça en français? Hem, que tu vas rentabiliser que juste quand tu sors de ton master. Voilà, le master, ce n'est pas quelque chose que tu vas rentabiliser juste en sortant du master. C'est pendant toute ta carrière, en fait. Parce que même actuellement, quand je regarde un peu les offres et tout, il y a un truc que je regarde, c'est le réseau ESSEC. Il y a des directeurs, il y a des gens qui sont des promotions avant moi. Je leur fais un petit mail sur LinkedIn. Je dis, ouais, je me présente, je m'appelle Kedjen, je fais tant, 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 tant. Je suis du même master spé que toi, ou bien je suis ancienne de l'ESSEC comme toi. Est-ce qu'on pourrait discuter? Ça m'ouvre des portes. Voilà, c'est le réseau. Et puis, à certains postes de responsabilité, il y a des diplômes qu'on demande. Moi, je connais des directeurs, par exemple, là où je travaille, qui voilà, c'est en étant directeur qu'ils ont dû s'arrêter pour aller chercher un exécutif MBA ou bien un exécutif Master's Pay. Parce qu'à un certain niveau de seniorité, c'est vrai qu'il y a l'expérience qu'on demande, mais pour avoir certains postes, parce qu'on est en France et qu'en France, on ne va pas se mentir, on regarde beaucoup encore le diplôme, on regarde beaucoup encore l'école,
on demande certaines choses comme ça. Alors que moi, aujourd'hui, quand je cherche du travail, enfin, ou quand je veux des opportunités, ce n'est plus un sujet pour moi. Donc, j'ai le réseau. Ça, c'est plus un sujet pour moi. Et ça m'a permis de faire un fast track. Mais au-delà de tout ça, franchement, c'est l'ouverture d'esprit. C'est la sphère, en fait, dans laquelle ça me permet de travailler. Tu vois, aujourd'hui, je conseille des CEO, des COO, des Chief Operating Officer, des directeurs des opérations de banque avec 6-7 ans d'expérience. Je ne pense pas que j'aurais fait la même chose, en fait, en n'ayant pas eu mon Master P. Je ne dis pas encore une fois que c'est impossible. Chacun a son parcours. Parce que je connais des amis qui n'ont pas fait d'école de commerce et qui font à peu près la même chose que moi. Chacun a son parcours. Mais je dis que moi, tel que mon parcours était fait, je ne pense pas que ça aurait été possible autrement, en fait. Donc, je pense que oui, ça a été rentabilisé. C'est largement rentabilisé et je suis toujours en train de rentabiliser. Même si je rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, bah, la première porte que j'ouvre, c'est le réseau des anciens de l'ESSEC, en fait. Mais quand je parle du réseau des anciens de l'ESSEC, je parle des partenaires dans des cabinets, je parle des directeurs, je parle, voilà, chacun utilise Mhm, son réseau, tu vois. Le tout à réseau fait. de mon école d'ingénieur n'est pas aussi fort en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Je vois. Parce qu'en fait, moi, enfin, c'est intéressant ce que tu dis dans la mesure où je me demande justement, en fait, le parcours classique, enfin, le parcours classique, c'est un peu celui que tu as évoqué. Quelqu'un va avoir un diplôme d'ingé, il va travailler dans une entreprise, il va acquérir de l'expérience plutôt technique, et puis il va essayer de passer à un grade plutôt managérial, et donc il va aller faire un exécutif MBA. Et toi, tu arrives avec la double compétence. Est-ce qu'il n'y a pas le facteur tu es trop jeune pour avoir les deux et pour prétendre à peu près la même chose que quelqu'un qui a un parcours un peu plus séquencé dans le temps? Moi, dans la vie, je me dis toujours qu'il faut connaître le contexte dans lequel tu évolues. Il faut connaître comment ça marche. Et quand tu es dedans, du coup, tu sais les règles du jeu. Donc, tu joues avec les règles du jeu. C'est sûr que si j'ai un diplôme d'ingénieur et que je vais faire un master SP, par exemple, je ne peux pas prétendre à la même chose qu'un directeur qui a 6 ans d'expérience qui va faire un master. Tu comprends? Mais je pense qu'encore une fois, c'est chacun sa stratégie dans la vie. Si justement, moi, ce que je ne voulais pas, c'était de rester ingénieur pendant 5 ans. Ça, c'était trop me demander, en fait. Tu vois? Je suis d'accord Donc, avec toi. le seul, la seule chose que moi j'ai trouvé, c'était ça. Et justement, quand je suis sortie de là, je ne suis pas restée ingénieur pendant 5 ans. Maintenant, c'est vrai qu'avec du recul, il y a certains cours que j'ai pris en école de commerce. Si je les avais pris avec mon recul, tu vois, les 6-7 ans d'expérience que j'ai aujourd'hui derrière moi, ils auraient résonné autrement. Mais est-ce que j'ai atteint le but que moi, à l'époque, je m'étais fixé quand j'allais faire mon master spécialisé? Oui. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour que la résonance que je n'ai pas eue à l'époque, je l'ai aujourd'hui? Il y a des certifications qui existent. Il y a plein de choses. Et puis voilà, rien ne m'empêche. Un master spécialisé, ce n'est pas la même chose qu'un exécutif master spécialisé. Ce n'est pas la même chose qu'un exécutif MBA, par exemple. Moi, je sais que si j'ai le temps un jour, si ma vie de famille me permet et tout, j'aimerais pouvoir faire un exécutif MBA ou une thèse. Mais cette chose n'aura pas la même saveur que quand j'étais en master spécialisé. Parce que là, j'irai avec de l'expérience. Après avoir conseillé des directeurs de banque, après avoir conseillé des personnes qui sont au cœur des transformations, après avoir connu le métier. Je sais pourquoi je vais et je sais aussi quel type de poste je vais chercher. Quand je faisais mon master spécialisé, je voulais peut-être rentrer dans un cabinet de conseil qui ne m'était pas ouvert à l'époque. Si dans 2-3 ans, je fais un exécutif MBA, c'est parce que je veux aller tutoyer le directeur de la BAD. On ne parle pas des mêmes objectifs. On ne parle pas aussi des mêmes niveaux de salaire. Tu vois. Donc, encore une fois, comme je le disais au début, il y a le chemin classique. Et puis, il y a le chemin que toi, tu te crées par rapport à ton histoire, par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu ambitionnes. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir ce à quoi tu peux prétendre à chaque étape et d'être à l'aise, en fait, avec ce qui t'attend. Moi, j'étais à l'aise avec le fait que oui, c'est vrai, peut-être que je fais ça un peu vite, mais je vais prendre, voilà, je sais que je vais prendre 80%, peut-être je vais rater 20%, mais les 80% me suffisent à faire ce que je veux faire. Et voilà comment je peux rattraper plus tard.
tu vois? Donc je pense que l'essentiel, c'est de mettre tout ça, dans ton référentiel propre à toi et de te construire ta carrière, en fait, ton chemin de carrière qui n'est le chemin de carrière de personne. Tu es avec tes collègues dans la même entreprise, mais vous n'avez pas la même carrière. Vous n'êtes pas en train de suivre le même chemin. Peut-être que toi, tu fais ça parce que tu veux devenir entrepreneur plus tard. Peut-être que l'autre, il fait ça parce que, bah, au bout dans 5 ans, elle va arrêter de travailler, elle veut devenir femme au foyer et elle veut avoir la carrière la plus grande que possible. Peut-être que moi, je fais ça parce que je veux devenir directrice d'une institution internationale. On fait la même chose, mais pas pour le même but. Donc, la pertinence de ces diplômes-là, au moment où tu les fais, moi, je pense qu'ils n'ont de pertinent que ce que toi, tu veux en faire, en fait. Ok, clair. Voilà. Merci, Kejen, pour cet échange qu'on a eu. Est-ce que tu as un dernier mot? Mais merci à toi pour cette initiative. Voilà, moi, j'ai voulu témoigner parce que je crois au pouvoir du témoignage, je crois au pouvoir du mentorat, je crois au pouvoir de quand on est quand des je crois au pouvoir du fait que quand des personnes sont passées avant nous, on n'est pas obligé de faire les mêmes erreurs. En tout cas, même si on fait les mêmes erreurs, elles ne doivent pas avoir les mêmes conséquences et les mêmes résonances. Parce qu'il y a des gens avant nous qui nous disent: «J'ai marché, ce n'est pas que tu marches là et voilà ce sur quoi je me suis cassé la figure et voilà comment je peux t'éviter ça». Je crois vraiment au pouvoir de cette passation de flambeau et je crois que justement il y a ça, il y a cet esprit-là à Sainte-Marie, en fait. À Sainte-Marie qu'il y a ce concept de et j'aime le nom du podcast, il y a ce concept de grande sœur. Quand tu arrives, tu appelles tout le monde grande sœur parce qu'elle est passée là avant toi, parce qu'elle a des choses à t'expliquer et de la première à la terminale, on passe le flambeau. Parce qu'il y a une histoire en fait commune qu'on porte. Il y a des valeurs communes qu'on porte. C'est rigolo, mais quand on se voit entre anciennes de Sainte-Marie, il y a des choses qu'on reconnaît tout de suite entre nous. Il y a des choses qu'on reconnaît tout de suite entre nous. Même moi, je suis mariée souvent. Il y a mon mari et des amis de mon mari qui disent quand tu es mariée à une fille de Sainte-Marie, là, tu sais toujours que c'est une fille de Sainte-Marie. Tu vois? Je pense qu'on a cet ADN commun, même si on est chacune différente, on est chacune unique, on a un petit ADN commun qu'on porte et c'est important de le préserver, de le garder. Et si notre témoignage peut aider celles encore qui sont sur les bancs à avoir des orientations, à faire leur chemin, parce que l'après Sainte-Marie est grand, il y a énormément de choses qu'on peut accomplir. Si notre témoignage peut les aider à accomplir ça, on aura réussi quelque chose. Si ce témoignage peut aider à faire grandir le réseau, on aura réussi quelque chose. Et si ce témoignage peut aider à faire encore rayonner ce lycée qui a encore beaucoup à donner, on aura réussi quelque chose. Finalement, moi, le lycée Sainte-Marie m'a appris et m'a donné énormément de choses. M'a donné certaines de mes plus belles amitiés. La marraine de mon fils, c'est une amie que j'ai eue à Sainte-Marie, qui est toujours mon amie, je ne sais pas, 15 années après, 16 années après. Beaucoup des personnes de mon réseau sont des anciennes de Sainte-Marie. Donc, voilà, on a beaucoup à apporter, on a beaucoup à donner. Pas dans l'arrogance d'être l'élite de l'élite, mais dans la pleine connaissance qu'on a reçu des choses essentielles et importantes que peut-être d'autres n'ont pas eu la chance de recevoir et qu'il faut savoir s'appuyer sur ça pour construire quelque chose de fort, pour nous construire. Sainte-Marie n'a pas fait que de nous que des bonnes élèves. Je pense qu'elle a construit des femmes en nous. Elle a construit des femmes pleines et équilibrées, même si on ne le voyait pas. Quand tu es à Sainte-Marie, tout ce que tu veux, c'est de sortir de Sainte-Marie. Et quand tu sors de Sainte-Marie, tu te rends compte de beaucoup de petites choses que tu as apprises. Et voilà, je suis contente de participer à créer, à entretenir cette flamme, tout simplement. Merci beaucoup, Kejen. C'est rien. Merci à Kejen pour sa disponibilité et sa vulnérabilité sur cet épisode. Moi, c'est quelque chose qui a beaucoup résonné dans mon parcours personnel et professionnel. Donc, j'espère que ça vous aura touché tout autant et que ça vous aura averti sur certains sujets, sur certains faits qui sont réels dans nos parcours. Donc, merci encore à elle, merci à vous de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode sur YouTube ou bien à tout de suite sur Instagram.